Bonjour, je suis Mireille, conseillère en nutrition et en formation de naturopathe. Je vous propose de découvrir ce qu'est la naturopathie, de vous accompagner vers une alimentation anti-inflammatoire, vers plus de bien-être et d'épanouissement personnel en suivant les carnets de naturopathie de NutriBonheur. Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie des carnets de naturopathie de NutriBonheur consacrée aux douleurs articulaires. La première partie était consacrée à un focus sur la digestion. La deuxième partie, une rétrospective des douleurs articulaires et de l'origine. Et dans cette troisième et dernière partie, je vous invite à écouter les solutions que nous pouvons adopter à ces douleurs articulaires et plus particulièrement adopter une alimentation anti-inflammatoire. Alors, l'alimentation anti-inflammatoire se base sur ce qu'on appelle le régime. Donc, moi, je n'aime pas spécialement ce mot régime, mais ils sont qualifiés comme ça, de régime okinawa, crétois et méditerranéen, qui font une part belle aux légumes, aux végétaux et essentiellement. J'ai préparé un tableau des bonnes associations. Ces associations, donc vous avez sur la gauche de votre tableau les grandes familles qui vont être classées par des protéines, donc des protéines fortes et des protéines faibles, ensuite des glucides forts et des glucides faibles, et en fonction de ces catégories de ces grandes familles, on va pouvoir ou non les associer. Donc les protéines fortes, c'est essentiellement les produits d'origine animale, donc viande, poisson, les fromages, les fruits de mer, les œufs. Les protéines faibles, on va retrouver tous les oléagineux, donc les noix, les amandes, les noix de macadamia, noix de cajou, noisettes, tous les produits à base de soja, les algues et les fromages de frais uniquement de brebis et de chèvres. Dans les glucides forts, ce sont les céréales qui vont être le blé, le sarrasin, le riz, l'avoine, le millet. Et dans les glucides faibles, vous allez avoir tous les flocons de céréales, donc les flocons de ces mêmes céréales, flocons de quinoa, flocons d'avoine, flocons de riz, les pommes de terre et les patates douces, les potimarrons et les châtaignes. Une des principales choses à retenir, c'est que les légumes vont s'associer avec tout. Et ensuite, on n'associe pas deux forts ensemble. Donc, je vous laisserai regarder plus précisément ce que vous pouvez associer. À savoir que je n'ai pas mentionné dans ce tableau les lipides parce que j'estime que les lipides, on ne mange pas un pot de crème ou on ne boit pas un bol d'huile. Un apport trop important de produits lipidiques va entraîner une mauvaise digestion, mais il ne faut pas pour autant supprimer ces lipides. Au contraire, les lipides vont être le transporteur des vitamines qu'on appelle les vitamines liposolubles, donc les vitamines A, D, E, K. Donc s'il n'y a pas de lipides pour les personnes qui font des régimes amaigrissants et qui mangent tous les produits à 0% et qui ne consomment pas de lipides du tout, attention à un déséquilibre au niveau des vitamines qui va justement créer une acidose. Attention également parce que notre cerveau est constitué de lipides et pour bien fonctionner, notre cerveau a besoin de ces graisses. Ensuite, une consommation de bons gras va permettre une augmentation du système immunitaire et le fait de consommer ce qu'on appelle des oméga 3 va éviter une oxydation du LDL, c'est-à-dire du mauvais cholestérol. Dans l'alimentation anti-inflammatoire, on va retrouver par jour une quantité importante de végétaux, qu'ils soient crus ou cuits. On va associer également des céréales avec des légumineuses. C'est important de garder ce ratio au niveau de cette association parce que les céréales et les légumineuses contiennent effectivement des protéines,
d'origine végétale qui ne contiennent pas en fait tous les acides aminés par rapport à de la viande. Et quand un de ces acides aminés est déficitaire, ça va entraîner une mauvaise absorption de tous les autres. Et dans les légumineuses et les céréales, on ne retrouve pas le même acide aminé déficitaire et le fait de les assembler, de les manger ensemble, vont permettre justement de trouver ces acides aminés de façon équilibrée et de pouvoir les absorber correctement. On va trouver des fruits qui vont être pris plutôt en dehors des repas. Je vous parlais dans le premier carnet au niveau de la digestion de l'acidité, qu'au niveau de la cavité buccale, le pH était neutre et que l'acidité inhibait l'action de l'amylase salivaire. Donc l'acidité pour certaines personnes va empêcher la digestion correcte des glucides. Ensuite, tous les jours, c'est important d'apporter des huiles de première pression à froid. On va privilégier de l'huile de lin, de l'huile de colza pour son apport en oméga 3, l'huile d'olive pour son apport en oméga 9. On peut compléter également cette alimentation par des petites collations en fonction de l'heure à laquelle on mange, du sport qu'on pratique, par des oléagineux, une petite poignée d'oléagineux parce que ça apporte du bon gras, ça apporte également des protéines, du magnésium. Il ne faut pas oublier de boire, notre corps a besoin d'eau, donc de boire de l'eau, du thé, limiter les cafés et l'alcool, un café par jour, un verre d'alcool par jour, et cuisiner avec des épices, parce que même si les quantités d'épices qu'on apporte dans nos plats ne sont pas importantes, c'est en quantité, c'est un apport intéressant d'antioxydants. Privilégier des épices crues, la cuisson inhibe les antioxydants comme les vitamines. Donc je vous encourage à utiliser sur vos salades ou sur vos plats, juste avant de les servir, un petit peu de curcuma frais, un petit peu de gingembre frais râpé pour rehausser le goût. Et ça évite également une surconsommation de sel. Dans la semaine, il faudra limiter la consommation de viande rouge, sauf pour les femmes qui sont réglées, qui ont besoin quand même de fer, donc 2 à 3 fois dans la semaine. Mais sinon, pour les autres personnes, une fois dans la semaine, de la viande rouge, ça suffit. Ne pas vous oublier la consommation de petits poissons pour le rapport en oméga 3. 2 à 3 fois dans la semaine et pour leur apport également en calcium. Mais il ne faut pas oublier de manger les arêtes pour augmenter le calcium de ces petits poissons. De la viande blanche, du poisson 2-3 fois dans la semaine. Privilégier les fromages frais de chèvre et de brebis. Les autres fromages sont souvent gras, chargés en acides gras saturés, ce qui n'est pas bon pour l'organisme. Et bien entendu, privilégier les préparations des pâtisseries et toute autre préparation maison. Éviter l'alimentation industrielle qui apporte des calories vides et très peu de nutriments. Dans ce tableau, vous trouverez effectivement peu de laitage puisque je préconise d'en limiter la consommation à 2 ou 3 parts par semaine. De nombreuses personnes s'interrogent en se disant mais effectivement, si je consomme des fromages 2-3 fois dans la semaine, comment je vais trouver mon calcium, mes os, comment ils vont se solidifier? Effectivement, notre squelette est composé environ à 98% de calcium. Mais les laitages sont importants la première année de la vie. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le lait de vache contient beaucoup de phosphore et d'acides gras saturés qui sont justement acidifiants et qui vont inhiber l'absorption du calcium. Donc c'est l'effet inverse de ce qu'on recherche. Pour pouvoir assimiler correctement le calcium, notre organisme a besoin de vitamine D
de magnésium, de vitamine K2, et ces sources ne sont pas présentes dans les laitages. Donc, ce qui est important de regarder, c'est la quantité de calcium qu'un produit comprend, mais surtout, qu'est-ce qui est absorbable au niveau de ce calcium. Donc, dans le petit graphique que vous avez sous les yeux, vous allez voir, on a ramené les aliments à une portion et vous avez par portion la quantité de calcium que l'aliment comprend et à côté, en plus clair, la quantité qui peut être absorbée. Et quand vous voyez le lait, par exemple, vous avez effectivement une quantité de calcium qui est intéressante, non négligeable, mais par contre une quantité de calcium absorbable qui est très faible. Et si vous comparez à une portion de sardines en boîte, vous avez un taux de calcium qui est bien plus important dans les sardines et un taux d'absorption qui va être supérieur à celui du lait. Quand on parle de calcium, inévitablement, on pense à l'ostéoporose. L'ostéoporose est une perte de la densité osseuse. Et l'ostéoporose est à la base une acidose qui entraîne une déminéralisation qui va entraîner l'ostéoporose. Et on ne combat pas l'ostéoporose avec une consommation de laitage. Au contraire, on l'aggrave car on va acidifier l'organisme, car le calcium qui va être mal absorbé risque au contraire de se fixer sur les artères, provoquer des dépôts et rigidifier ces mêmes artères. C'est pour lutter contre l'ostéoporose, on va accroître l'activité physique car c'est en créant des micro-fissures, des micro-traumatismes que l'activité va favoriser le travail des ostéoblastes qui vont consolider l'os. Il faut imaginer en fait ces ostéoblastes comme des petits reconstructeurs de nos cellules. Ils vont rebâtir les cellules de l'os et ils ont besoin justement qu'il y ait des micro-fissures par le fait de marcher, le fait de sauter, de courir, de faire de l'exercice physique qui vont provoquer ces micro-fissures. Et c'est ce qu'on observe avec les astronautes qui passent 6 mois dans l'espace. Lorsqu'ils redescendent sur Terre, durant leur séjour, ils n'ont absolument rien changé à leur alimentation. Et pourtant, quand ils reviennent, ils ont de l'ostéoporose, ils ont un squelette de vieillard. Notre flore intestinale va jouer un rôle primordial. Elle va permettre une bonne assimilation de tous ces nutriments et ce que je vous disais tout à l'heure, que le calcium avait besoin de vitamine D, de magnésium pour pouvoir se fixer et pour pouvoir être utilisé par l'organisme. On va pouvoir également compléter cette alimentation anti-inflammatoire par des épices, donc de préférence crues, comme je le mentionnais tout à l'heure. Donc je vous ai parlé du gingembre, du curcuma, enfin de la curcumine. On peut y associer également le poivre noir, le curry, toutes les familles d'oignons, d'ail, de romarin, de thym, qui vont avoir des vertus anti-rhumatismales. On peut citer également l'arpagophytum qui réduit les douleurs articulaires et puis l'ortie qui est une plante qu'on trouve relativement facilement qui permet de réduire les doses de médicaments et qui également est très intéressante dans les crises de rhumatisme, de faire des cures d'ortie pendant ces périodes-là aide l'organisme et aide les douleurs. Vous avez notamment sur le site un certain nombre de recettes que vous pouvez retrouver qui sont à base d'ortie. Vous avez avec ces 3 podcasts quelques pistes pour comprendre la digestion et les mécanismes inflammatoires. Il est évident que chacun d'entre vous est unique et que ce qui est valable pour une personne ne l'est pas pour l'autre.
Rien ne peut donc remplacer une consultation individuelle. Il est nécessaire de connaître le tempérament, la constitution, le mode de vie de la personne afin d'adapter son alimentation et éventuellement une supplémentation si besoin. Vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne et lors de cette consultation, nous analyserons vos problèmes et trouverons ensemble une solution qui vous est propre. Pensez également au programme que nous proposons de 3 et 6 mois dans lequel vous avez une ou deux consultations ainsi que de nombreuses recettes, des méthodes de cuisine, des conseils sur l'alimentation, de nombreuses explications qui vous apporteront également une aide précieuse. Abonnez-vous également à notre chaîne YouTube, vous retrouverez tous les podcasts enregistrés et cela vous permettra d'avoir des aides supplémentaires pour analyser vos problèmes et améliorer votre alimentation. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.